C'est l'été. Et pendant l'été, qu'est-ce qu'on a envie de faire? Lézarder, c'est normal. Il fait tellement chaud, c'est difficile parfois d'avoir l'énergie de réfléchir. Alors c'est pourquoi, pendant la pause estivale, le podcast continue. En parallèle, je t'invite aussi à t'inscrire à Summer Déclic, un programme gratuit dérivé de l'expérience que j'ai proposée au mois de juin à plus de 50 conseillères en images, un programme que j'ai le plaisir de t'offrir. Si toi aussi, tu veux profiter de ton déclic entrepreneurial avant la rentrée, c'est maintenant. Tout ce qu'il te reste à faire, c'est de cliquer pour rejoindre le programme. Tu recevras le premier mail ainsi que le premier exercice, et ainsi de suite, tous les 2 ou 3 jours. Je suis avec toi pendant tout l'été pour t'aider à avancer et préparer ta rentrée. Summer Déclic, c'est maintenant, alors pense bien à cliquer pour rejoindre le programme. Aujourd'hui, je te présente quelqu'un qui m'a vraiment soufflé. On va partir en Australie parce qu'elle est française, mais elle habite en Australie, à Adélaïde pour être plus précise. Elle s'est formée à la lingerie chez les plus grandes enseignes, Etam, Undies, Rouge-Gorge. Elle aurait dû ouvrir sa boutique en France et puis elle est tombée amoureuse de l'Australie. Et elle a tout planté là-bas, en Australie, à Adélaïde, au fin fond de l'hémisphère sud. Elle a 23 ans à l'époque, elle n'a pas de réseau, elle n'a pas de cliente, elle est dans un pays qui parle une autre langue et elle prend un positionnement que personne ne lui a suggéré. Les femmes à forte poitrine, c'est-à-dire les bonnets D, A, double L, c'est-à-dire M en taille française, celles que l'industrie de la lingerie ignore depuis toujours. 10 ans plus tard, elle est connue dans toute l'Australie du Sud comme The French Big Boobs Expert. Sa boutique a doublé de surface, elle a lancé sa propre marque, Alexandra V Paris. Elle a organisé des défilés, elle jongle avec tout ça et avec un cerveau neuroatypique, ce qui, tu vas le voir, explique beaucoup de choses. Son nom, Alexandra Vessière. Et ce qui m'a donné envie de l'inviter ici aujourd'hui, c'est autant son parcours d'entrepreneur que sa façon d'être, sa personnalité et son humour qui sont fantastiques et qu'elle distille sur ses réseaux sociaux dans ses vidéos. Elle assume tout, l'humour, le décalage, la personnalité forte et ça marche. Je pense que cet épisode va résonner pour toi, que tu sois en train de lancer ton activité ou que tu cherches à mieux incarner qui tu es dans ta communication. Aujourd'hui, je souhaite la bienvenue à Alexandra dans Happy Personal Shopping. Bonjour et bienvenue dans le podcast Happy Personal Shopping. Je suis Maïté Despréaux, bulle de mode, mentor business spécialisée dans l'accompagnement des conseillères en images et personal shoppers débutantes. Forte de plus de 15 ans d'expérience comme personal shopper, j'ai le plaisir de vous guider pour vous lancer dans cette activité passion. Dans ce podcast, nous aborderons 4 grandes thématiques pour vous aider à démarrer et à exercer sereinement. Première, la stratégie et l'organisation. Des conseils pratiques pour développer votre activité tout en préservant du temps pour vous. Deuxième, l'état d'esprit entrepreneurial. Je vous donnerai les clés indispensables pour bâtir une entreprise solide et durable. Troisième thématique, le savoir-faire métier. Tout ce qu'il faut maîtriser pour asseoir votre expertise et devenir une véritable professionnelle. Et enfin, des inspirations, des idées en matière de business et de style pour nourrir votre créativité, enrichir vos connaissances et mieux accompagner vos clients. Si tout cela vous plaît, alors commençons tout de suite avec l'épisode du jour. Alexandra, merci d'être avec nous. Tu viens de finir ta journée de travail. Il est quelle heure en Australie aujourd'hui? Là, il est 18h46. Donc, Il est on a, 18 heures. je crois, encore à ce moment-là 9h30 de décalage. Ah oui, c'est ça, il est 9h16 chez moi. Donc effectivement, on a 9h30 de décalage et je te remercie infiniment de prendre ce temps parce que ça fait quelques mois qu'on se court après pour rappeler un petit peu le cadre. J'ai rencontré Alexandra lors du salon de la lingerie il y a quelques mois au mois de septembre et on a accroché tout de suite. On a beaucoup parlé d'entrepreneuriat, on a beaucoup parlé de personal branding et la conversation a continué et on s'est dit il faut absolument qu'on enregistre un épisode de podcast. Donc je Oui, suis tellement ravie de pouvoir vous proposer cette interview aujourd'hui. Merci de prendre ce temps avec nous, Alexandra. avec plaisir. Et avant de commencer, alors j'ai déjà fait une petite introduction de cet épisode, mais j'aimerais que tu nous expliques un petit peu en peut-être 1 ou 2 phrases qui tu es aujourd'hui, ce que tu fais. Et puis surtout, moi j'aimerais bien comprendre pourquoi l'Australie en fait. Ça, c'est la question qui revient souvent. Alors, je m'appelle Alexandra Vessière, j'ai 37 ans. Euh, je suis
la patronne, la créatrice d'Alexandra Lingerie, qui est un magasin de lingerie qui revend des marques inclusives, donc qui vont du bonnet D au bonnet double L maintenant. Et je suis aussi la créatrice de ma propre marque qui est Alexandra V Paris. Et ça, c'est une nouveauté. Oui, Tu l'as lancée cet automne, si je me trompe pas? oui, c'était début décembre. On a fait vraiment le lancement. OK. Donc, c'est pour te dire un petit peu mon parcours. Donc, à la base, moi, j'étais en biologie. J'ai un bac Bien avant. S SPSVT. Ça s'appelle plus comme ça maintenant, mais en tout cas, à l'époque, c'était comme ça. Et j'ai fait 2 années de licence de biologie générale. J'étais en train de me spécialiser en troisième année pour faire de la cosmétique, donc tout ce qui est formulation, contrôle qualité, etc. Et j'avais pour projet ensuite d'enchaîner sur un master de commerce pour avoir cette double compétence, parce que j'étais pas très bonne à l'école. Donc je me suis dit, pour mettre toutes les chances de mon côté, au contraire, il faut essayer de pouvoir être diversifié au niveau de ce qu'on peut proposer. Et donc j'étais en passe de terminer ma troisième année en sciences et ensuite de me spécialiser en commerce. Et c'était en alternance du côté de Marseille. Et donc, j'avais réussi enfin à trouver une alternance. Si tu n'avais pas d'alternance, tu perdais en fait ton année. Il fallait recommencer en septembre. Donc, j'étais toute contente, j'avais commencé, c'était chouette. Et malheureusement, pour des raisons politiques en interne, je me suis fait virer en période d'essai. Ah, Donc, ce qui fait que juste quelques semaines avant Noël ou vraiment pas longtemps avant Noël, je me suis retrouvée sans rien. Du coup, j'avais perdu mon alternance, j'avais perdu du coup ma formation et je devais attendre septembre prochain pour éventuellement faire quelque chose. J'étais assez frustrée par la situation et moi-même, j'étais pas très heureuse dans ce que je faisais dans les sciences. Ça ne m'intéressait pas à ce point. Et donc je me suis dit: «Bon, tu sais quoi? On laisse tomber, la validation d'une troisième année en sciences et on va directement, sur, du commerce, du marketing parce que c'est ça qui me botte. Mais il faut quand même attendre septembre». Donc je me suis dit: «Bon, sur mon CV, c'est pas ouf, d'avoir un trou sur son CV, donc on va essayer de faire quelque chose et de trouver une petite formation d'un semestre, le temps de». Et j'ai vu qu'il y avait une rentrée en février à l'université de Marseille, Aix-Marseille, qui proposait un diplôme de création et gestion d'entreprise sur un semestre, donc de février à grosso merdo mai-juin. Et je regarde le programme. Alors à cette époque-là, j'avais pas du tout envie principalement de d'ouvrir ma société. C'était plus voilà pour entre guillemets passer le temps. Et je regarde le contenu de ce qu'ils proposent et il y avait tout ce qui était études de marché, comptabilité, marketing. Je me dis bah étant donné que moi je viens d'un univers quand même scientifique et que je veux me réorienter vers tout ce qui est commerce et marketing, ça a peut-être du sens de commencer à avoir des bases dessus et c'est quelque chose que je pourrais ensuite valoriser dans le dépôt de mes dossiers, pour ces écoles-là. Je dis: «OK, on part sur ça». Donc évidemment, j'y vais en disant: «Oui, oui, oui, bien sûr, je suis en création d'entreprise». Pas du tout. Mais allez, on y va au culot et à côté de ça, je travaillais, parce que, bah, j'avais besoin de faire de l'argent comme tous les étudiants et je travaillais dans le prêt-à-porter, chez Etam Lingerie et j'aimais bien ce que je faisais parce que j'ai toujours été passionnée de lingerie depuis, l'adolescence. Bien sûr, je j'avais pas beaucoup de choix parce que déjà, j'avais une forte poitrine. Alors ça ne se voit pas, mais voilà, j'ai des très gros seins. Ils n'étaient pas aussi gros à l'époque, mais ils étaient déjà suffisamment gros pour, ne pas trouver ce que je voulais dans les magasins. Donc j'étais assez limitée malgré ma passion et mon envie de porter de la belle lingerie. En tout cas, je travaillais là-bas, j'aimais beaucoup ce que je faisais, mais je ne me voyais pas un avenir particulier, dans ce genre de structure. On sait que même si on démarre en bas de l'échelle, avec, j'ai pas de problème avec ça en soi, mais pour passer ensuite sur les échelons supérieurs, parce que j'ai toujours été quelqu'un d'ambitieux, de devenir responsable de magasin et puis peut-être après responsable régional, etc. Les possibilités d'évolution dans ces structures-là et peut-être aussi par rapport à la mentalité française étaient assez limitées. Donc, je ne me voyais pas faire quelque chose dans ce domaine-là. Mais durant ce diplôme de création et gestion d'entreprise, je me suis dit: «Attends,
Par contre, si tu crées ton entreprise, il y a peut-être moyen en fait de travailler dans ce domaine-là et d'avoir l'évolution à laquelle tu aspires. Pourquoi pas? Au pire du pire, qu'est-ce qui se passe? Bah, t'es pas plus payé que ce que tu es déjà payé en fait, donc tu perds pratiquement rien. Par contre, si tu gagnes, bah, effectivement, tu peux gagner gros. Donc je me suis dit: «Allez, on tente». Et à l'époque, je devais, ouvrir en franchise. Je m'étais intéressée à la franchise parce que je j'avais pas confiance en moi et je me sentais pas d'ouvrir seule et j'avais une entre guillemets, «une image assez négative», des, indépendants. Parce que, j'avais, cette image de magasin qui était assez, vieillot, qui, ne donnait pas envie. Moi, j'ai toujours, voilà, travaillé, j'ai travaillé à Jennifer, j'ai travaillé à Etam, j'ai travaillé ensuite à Undies et j'ai fini par travailler aussi à Rouge-Gorge, qui étaient des chaînes de magasins où tout était vraiment, esthétiquement très beau, tout était organisé, il y avait des procédures et cetera et c'est vrai que je voyais, les magasins indépendants pas, avec une belle image. C'était vraiment, voilà, c'est les petits magasins pour les grands-mères qui vendent des choses pas très attrayantes, qui sont pas très jolies, pas très bien rangées et cetera. Donc je m'étais dit: «Bon, j'aimerais bien du coup me lancer en franchise». Déjà, je me lance pas seule, ça fait moins peur, même si, bah, je dois partager mon chiffre d'affaires quand même parce que c'est le principe de la franchise, mais au moins je serai accompagnée. Et j'étais en pourparlers avec Rouge-Gorge justement qui eux, se développaient en franchise pour ouvrir un magasin sur Aix-en-Provence, parce que j'habitais la région à l'époque, donc Aix-Marseille. Et c'était pour ouvrir un magasin à Aix-en-Provence. À l'époque, ils en avaient pas encore, donc ça c'était en train de se faire. J'ai du coup, bah, travaillé chez eux, pendant un été pour justement appréhender le concept, les produits, donc c'était super. Mais dans le même temps, du coup, une fois que j'ai été diplômée, donc c'était vers mai-juin, 2012, j'ai dit à mon, compagnon de l'époque, qui est aujourd'hui mon mari, donc c'est toujours le même, mais avant c'était mon copain. Donc je lui ai dit: «Bah écoute, là je vais me lancer, je vais, ouvrir, ma boutique, mon business, mais par contre, si je l'ouvre, je vais pas pouvoir voyager, je vais pas pouvoir bouger». Et lui, il rêvait d'aller en Australie. Et donc je lui ai dit: «Bah, si tu veux qu'on parte en Australie, il faut le faire avant que je monte mon magasin et après je monte mon magasin, parce qu'après je pourrais pas bouger». Il a posé sa dème direct, il a pas réfléchi. C'était un vrai On a rêve, pris hein. des ah mais vraiment, c'est allé, one life. Du coup, il a posé sa dème et puis, on a travaillé l'été pour économiser un peu d'argent pour notre voyage. On a pris des billets et puis on a pris un aller-retour, avec un working holiday visa et avant même de poser, les pieds, en Australie, hem, on avait cette envie de quitter la France. Quelques années auparavant, il avait fait un stage, au Québec et donc je l'avais rejoint à la fin de l'été, pour passer les 2 dernières semaines de son stage, au Québec et c'est vrai qu'on était, tombés amoureux du Québec en se disant: «Ouais, c'est quand même sympa, ça la mentalité est différente par rapport à la France», donc on avait cette envie de partir à l'étranger et puis c'est assez pratique quand même le Québec, ils parlent français, pas besoin d'apprendre la langue. Donc on s'était quand même dit: «Bon, on tente l'Australie» parce que c'était quand même son rêve, même s'il n'y avait jamais mis les pieds. On tente, on ne sait pas ce que ça donne, on y va pour un an, on teste, et puis si ça marche pas, et ben, on essaiera le Québec. Mais bon, le Québec, il fait -40 en hiver et on n'est pas des personnes d'hiver, on est des personnes d'été. On Lui, il a toujours vécu dans le sud de la France, moi, même si je suis née en région parisienne et que j'ai vécu en région parisienne, bah, je me suis habituée à la chaleur et j'aime bien l'été. Donc ça ça nous paraissait plus cohérent peut-être, de d'apprendre la langue anglaise, qu'on ne maîtrisait absolument pas en arrivant, mais de bénéficier d'un temps beaucoup plus agréable. Donc bon, on s'est dit: «On tente l'Australie» et on s'était mis en tête de se dire: «Bon, on a un an, on sait que le Working Holiday Visa, on peut le renouveler pour une année supplémentaire si on travaille dans les fermes, donc mettons toutes nos chances de notre côté. On va directement, dès l'arrivée, faire nos 88 jours de ferme, comme ça on s'en débarrasse et comme ça on sait qu'on a un an et demi où À on pourra profiter. justement prospecter, visiter les villes différentes, voir où est-ce qu'on aimerait s'établir, voir les possibilités de visa parce qu'après il faut enchaîner sur des visas qui sont plus permanents, donc quelles sont les conditions? Qu'est-ce qu'on doit mettre en place? Donc vraiment tout anticiper pour ne pas être pris à la C'était gorge et hyper devoir construit, repartir en hein. France. Ouais. Ah oui, c'était réfléchi. En se disant: «Voilà, nous, on va prospecter, on va voir où est-ce qu'on veut s'installer, où est-ce que
si on s'installe, où est-ce que je pourrais monter un magasin du coup? Quelle ville serait la plus cohérente au niveau des loyers, au niveau de vraiment étude de marché Ah, au tu point de pensais vue déjà à ouvrir personnel. ton magasin là-bas alors? Ah oui, c'était on a envie d'émigrer, donc tu sais quoi? On va essayer de tout planifier dès le départ avant même d'avoir posé les pieds, là-bas. Top. Et puis, je veux dire, voilà, si ça marche pas, bah, au pire du pire, on retourne en France et on fait ce qu'on avait prévu ou, bah, de toute façon, on essaie de tenter aussi le Canada. Vraiment l'option Z, c'était on retourne en France, mais, option A, Australie, option B, Québec. Donc on y va et on est des personnes un peu feignantes. On dirait pas comme ça, mais oui, on est un peu feignants et en fait, en Australie, pour, les 88 jours en ferme, ils ont effectivement des règles. Leur but à eux, s'ils proposent, ce deal-là, c'est pour, aller faire le boulot que les Australiens ne veulent pas faire. On est bien d'accord et il y a pas de souci là-dessus, on joue avec leurs règles. Mais du coup, ils envoient les gens, ils veulent que tu ailles faire ces jours de ferme éloignés des grandes métropoles. Donc éloignés de Sydney, éloignés de Melbourne. Donc c'est aller vraiment dans la campagne profonde de l'Australie. Et encore une fois, il y a pas de souci là-dessus, on va jouer avec vos règles. Néanmoins, il y a un État, qui n'avait pas de restrictions comme ça au niveau des postcodes en fait, des villes. C'était le South Australia, dont la capitale est Adélaïde. Où là, le South Australia, Adélaïde, c'est la 5e ville d'Australie et eux, ils veulent attirer des gens. Vraiment, parce que, la dynamique en fait, c'est un État qui est familial, tranquille. C'est pas, comme, Sydney ou Melbourne qui peuvent peut-être plus se rapprocher de la dynamique de Paris, où il y a plein de choses qui se passent, il y a des Métropole, tu veux expos, dire? il y a voilà. C'est les jeunes, généralement de province, ils vont vers la capitale Paris pour vraiment vivre leur jeunesse. Bon, c'est un peu ce qui se passe à Adélaïde, c'est-à-dire que les jeunes du South Australia, généralement, ils bougent vers Sydney ou Melbourne et peut-être qu'après, une fois qu'ils ont envie de se poser dans leur trentaine, dans leur quarantaine, ils vont revenir dans l'état d'origine. Et donc, le South Australia est toujours là. Il a envie d'attirer vraiment des talents. Il a envie d'attirer des immigrés chez lui. Donc, il y avait ce truc-là. Nous, il n'y a pas de restriction sur tout le South Australia. Même si la ferme, elle est à 20 minutes du centre-ville, il n'y a aucun souci. C'est éligible. Donc, on s'est dit, voilà, on ne connaît pas du tout Adélaïde, mais on va y aller comme ça. On ne se prendra pas la tête avec cette histoire de postcode là. Donc, on y est allé. Et on est vraiment tombé amoureux de cette ville parce que ça nous a rappelé le sud de la France. Tout est à proximité. Déjà au niveau du temps, c'est très méditerranéen. Au niveau de la population, il y a beaucoup de communautés grecques et italiennes, donc pareil, très méditerranéen. On a énormément de vignobles. Le South Australia est connu pour être un État où il y a énormément de vignes, de vins qui sont faits. Donc, pareil, ça ressemble au sud de la France. Et au niveau du coût de la vie, bah, c'est beaucoup moins cher de se loger sur Adélaïde. Bon, c'est plus vrai maintenant, hein, mais en tout cas, avant Covid, c'était le cas. Le coût de la vie est beaucoup moins cher, donc forcément, acheter une maison là-bas, c'est beaucoup plus abordable. Tout est à proximité. On dit que tout est à 30 minutes. On a les vignes à 30 minutes, la campagne à 30 minutes, mais on a aussi la mer à 30 minutes, on a l'aéroport à 30 minutes. Tout est vraiment, c'est une ville à taille humaine. Au niveau de la population, je dirais que dans Adélaïde et sa grande banlieue, on est à peu près à 1,2 million, je crois, de personnes. Mais voilà, ça reste encore, C'est comme Lyon en c'est pas France, ouais. tout le monde, c'est beaucoup de pavillons, c'est des grands terrains, c'est vraiment ce que moi je recherchais, même si je suis une citadine. C'est pour ça que j'aime bien être quand même proche de la ville. Mais et pour mon mari, lui, c'est vraiment indispensable parce qu'il a toujours vécu justement dans des maisons avec des grands terrains. Il faut pas le mettre dans un appartement, c'est comme mettre un lion en cage, c'est pas possible. Des maisons mitoyennes non plus, c'est pas son kiff. Donc, il nous fallait vraiment de l'espace, des endroits sympas avec la nature à côté, mais en même temps, l'accessibilité avec la ville, de pas trop être non plus dans la campagne profonde. Donc, c'était vraiment le bon compromis. Et au niveau de la lingerie, bah, il n'y avait pas grand-chose à Adélaïde. Il y avait quelques magasins de lingerie, mais bah, de mon point de vue, de manière générale en Australie, ça casse pas trois pattes à un canard, mais d'autant plus sur Adélaïde. Je me suis dit, bah, c'est très bien, moins de concurrence, plus de succès. Très bien. Donc c'est comme ça que l'aventure a commencé. On a fait notre première année où on a passé du temps à Adélaïde. Ensuite, on a quand même essayé d'autres villes. Donc on a fait Sydney, on a fait Melbourne, on a fait Brisbane. Donc on a fait toute la côte Est. Et
Peut-être la deuxième ville qui nous avait plu, c'était Brisbane, mais Brisbane a un temps qui est plus tropical. Donc en hiver, c'est très très bien. Il fait 27 degrés en hiver. Par contre, en été, il fait 40 degrés, c'est très humide. Donc pas très agréable, un peu trop extrême. Donc du coup, Adélaïde vraiment cochait toutes les cases et on s'est dit, voilà, pour notre deuxième année, on y va. Donc ce qu'on a fait, c'est que fin 2012, on est arrivé, on est reparti fin 2013. Donc on est rentré en France. Pendant une année, on a économisé de l'argent pour pouvoir repartir. Et cette fois-ci, avec un billet aller et non plus un billet aller-retour. Et donc, une fois qu'on s'est établi pour notre deuxième année, là, ça a été vraiment euh, recherche. On avait déjà en amont, durant la première année, vu des agents d'immigration. Donc, ça a été vraiment aller maintenant mise en place. Il fallait que mon conjoint il trouve un travail sponsorisé dans son domaine d'activité qui est l'informatique. Et comme l'informatique était assez demandée en Australie, on s'est dit c'est bon, il n'y aura pas de souci. Et moi, en parallèle, de voir exactement où à Adélaïde j'allais monter ma société. J'ai trouvé en fait un magasin qui était en vente dans Adélaïde Arcade. Donc je me suis dit, bah écoute, tu sais quoi? Pourquoi pas de reprendre cette affaire, tout changer, hein, changer le nom, changer la déco, changer tout ça, mais au moins, bah, peut-être que je vais bénéficier du fait que les gens savent qu'il y a un magasin de lingerie dans cette arcade et donc ne pas partir non plus de totalement zéro. Bon, euh, ce qui s'est passé, c'est que ce magasin-là n'avait pas une très bonne réputation. Donc, de toute façon, il a fallu recommencer de zéro, même peut-être de -10. Mais c'est pas grave. On apprend. On fait des erreurs, on apprend. Ça m'a pas empêché d'arriver là où je suis arrivée. Donc, c'est comme ça que tout a commencé. Moi, j'ai ouvert du coup le magasin en avril 2015 et lui, il a commencé son job en avril 2015. Top. Et aujourd'hui, donc 11 ans plus tard, quand on regarde en arrière, finalement, quelle belle aventure parce qu'au départ, tu voulais quand même ouvrir en France, tu arrives à ouvrir à Sydney à Adélaïde. Donc Ouais. maintenant, c'est la vie australienne. Mais toi qui avais peur d'ouvrir seule, sans réseau, là, tu as ouvert seule, sans réseau. Alors, c'est très très drôle parce que justement au début, je ne voulais pas ouvrir seule. Donc j'ai quand même contacté Etam et Rouge-Gorge et je leur ai dit, est-ce que vous voulez venir en Australie avec moi? Ils n'y étaient pas. Donc venez, on ouvre une franchise et tout. L'un comme l'autre, ils m'ont dit, non, trop compliqué. Trop compliqué parce que bah, trop loin. Au niveau des saisons, étant donné qu'on est inversé, quand c'est printemps-été en Europe, c'est automne-hiver ici, ils se sont dit non, logistiquement parlant, tout ça, non, trop compliqué. Donc en fait, je n'ai pas eu le choix que finalement d'ouvrir par moi-même. C'est le destin, l'univers qui a dit non. La franchise, c'est pas pour toi. Et finalement, je me dis que les choses, et ça c'est quelque chose vraiment que je dis tout le temps, les choses n'arrivent pas par hasard. Et que quand il y a une porte qui se ferme, il y en a une autre qui s'ouvre. Et des fois, bien mieux que ce qu'on imaginait. Donc il faut savoir aussi se faire confiance. Et même si on a donné tout ce qu'on pouvait pour que les choses se fassent d'une certaine manière, si ça ne se fait pas, il y avait peut-être une raison et c'est peut-être parce qu'il y avait mieux qui nous attendait par après. Et donc, C'est c'est ce qui super. s'est passé. C'est que j'ai ouvert, donc j'ai commencé à être indépendante, mais du coup, bah, dès que j'avais un petit peu d'argent, bah, je l'investissais dans faire une déco plus sympa, quelque chose, essayer d'établir un concept, voilà, des choses qui me faisaient vibrer, un magasin qui me ressemblait. Au début même, je voulais pas l'appeler Alexandra Lingerie, mais c'est mes anciens professeurs du diplôme de création et gestion d'entreprise qui m'ont dit, mais attends, Alexandra, c'est ton magasin, évidemment qu'il faut que ton nom soit dessus. Et moi, j'étais là, je voulais pas me mettre en avant. J'ai jamais voulu me mettre en avant. Je ne montrais pas mon visage, je ne voulais pas. Je voulais faire, bah, finalement, comme les autres chaînes, c'est d'avoir une image très lisse. Et je me suis rendu compte, au fur et à mesure, qu'en fait, non, en tant que euh, small business, donc petite entreprise, il fallait au contraire jouer la carte de l'humain et se montrer. C'est ce que les gens, ils veulent. Ils veulent connecter avec une vraie personne et créer cette relation entre les clientes et nous est hyper importante. Donc, il faut, je pense, en tout cas, se forcer et c'est payant parce que les gens, ils veulent vraiment acheter non pas une marque, mais auprès d'une personne qu'ils apprécient. Donc, de là, devient le personal branding, la culture de la personne. Et du coup, ça se reflète aussi dans tout mon business. Les couleurs, c'est des couleurs qui me font vibrer, c'est un esthétique qui me fait vibrer. En fait, c'est mon chez moi. J'ai créé mon magasin. Et d'ailleurs, je passe plus de temps dans mon magasin que chez moi. Mais c'est vraiment mon chez moi. C'est vous rentrez chez Alexandra quand vous rentrez dans mon magasin. Et donc, au début, j'étais toute seule et pendant près de 6 ans, j'ai été toute seule. Ensuite, j'ai commencé à embaucher,
petit à petit. Dès que j'avais un peu de moyens, voilà, je me suis dit, j'ai besoin d'aide. Donc, j'ai commencé à embaucher une personne, puis une deuxième. En 2021, c'était en fin d'année 2021, on a déménagé dans un plus grand magasin. Donc, au départ, mon premier magasin, il faisait 37 mètres carrés au sol et j'avais 11 mètres carrés de mezzanine au-dessus qui était juste, voilà, Au bureau. un espace personnel pour stocker tout ce que j'avais besoin de stocker, mes papiers de compta, mon petit bureau, etc. Donc, c'était pas accessible au public. On a déménagé dans un magasin celui dans lequel on est, qui est 2 fois plus grand. Donc, déjà, ça a été un step-up de doubler de surface. Donc là, je dirais qu'il y a à peu près 60, je crois 14 mètres carrés au sol et on a 40 mètres carrés de mezzanine. Pareil, c'est de l'espace personnel pour les réunions, pour mes bureaux et puis tout ce qu'on doit stocker. Et du coup, là, en ce moment, pourquoi c'est en bazar derrière moi? C'est parce qu'on est en plein travaux et on est en train de s'étendre pour un troisième magasin, du coup. Donc, par rapport au magasin initial, ce sera 3 fois plus grand. Donc, on se rajoute une partie en plus où on va rajouter 35 mètres carrés au sol et encore une fois, une vingtaine de mètres carrés en mezzanine. C'est Donc, génial. ouais, c'est très excitant. Donc là, on est en train littéralement à côté de péter un mur, de péter le mur entre moi et le voisin. Donc, je suis allée voir l'Arcade l'année dernière et je leur dis, voilà, maintenant, parce que je m'étais fixé des objectifs. Je m'étais dit, bon, à partir du moment où j'arrive à 500 000 de chiffre d'affaires, je peux aller dans le double magasin. C'est ce qui s'est fait. Et je me suis dit, bon, une fois que j'ai atteint le million de chiffre d'affaires, là, il est temps de s'agrandir encore. Donc, une fois que j'ai atteint le million de chiffre d'affaires, je suis allée voir l'Arcade et je leur ai dit, bon, j'aimerais bien m'étendre, mais je sais que le local à côté de moi, il n'est pas libre, mais est-ce que je peux quand même m'étendre? Est-ce que vous pouvez pas trouver une solution pour déplacer mes voisins? Et ils ont dit, OK. Ah, t'as quelle chance! Et en fait, ce qui est très drôle, c'est que mes voisins, ils ont du coup été déplacés. Bien sûr, ça a été négocié avec l'Arcade, etc. Ils n'ont pas été lésés financièrement, hein. Donc, ils ont été déplacés dans mon ancien magasin, qui était Énorme. du tout de la même taille que ce que eux ils avaient. Et du coup, moi, comme ça, je peux péter le mur et m'étendre de ce côté-là. Mais parce que Et je tu leur ai attires déjà beaucoup dit, de monde. je leur ai déjà dit, j'ai fait écouter, je vous le dis maintenant parce qu'ils ne me croyaient pas, hein. Quand je dis je vais m'étendre de plus en plus. Ils avaient peur pour moi au début, quand je suis passée de 1 à 2. Ils ont dit oui, est-ce que tu es sûre que tu vas pouvoir payer ton loyer, etc. Je fais, vous inquiétez pas, ça va bien se passer et tout. Parce que c'était en plus 2021, juste après Covid, hein. On sait que c'était pas ouf au niveau du retail, au niveau de tout ce qui était les petits business, ça allait pas super bien. Moi, ça allait bien. Enfin, ça allait pas bien quand il y avait les lockdowns, etc. Mais une fois qu'on était reparti, bon, c'était reparti comme en 40, hein, voilà. Donc, ça allait très bien. Ils avaient peur pour moi. J'ai fait non, non. Là, cette fois-ci, je me suis tendue. Ils avaient un peu moins peur. Ils ont quand même dit, t'es sûr, etc. Oui, faites-moi confiance, ça ira bien. Et je leur ai dit, préparez-vous. Parce que d'ici 10 ans, donc dans la prochaine décennie qui va se passer, je vais encore m'étendre. Vous voyez, le voisin encore d'à côté, je vais les prendre à un moment donné. Donc préparez-vous, ça va arriver. Ne soyez pas surpris, ça va arriver. J'ai des J'adore. objectifs très clairs. Donc au bout d'un moment, on en rigole, hein. Bien sûr, ça n'arrivera jamais, mais on en rigole en disant bientôt, toute l'Arcade Toutes les sera à moi et arcades. on va la renommer. Ce sera plus Adélaïde Arcade, ce sera Alexandra Arcade. Les Voilà. initiales sont déjà là, c'est prédestiné. Et tout ça parce que c'est ton magasin à toi, parce que du coup, tu es un pôle d'attraction, j'imagine, dans les arcades? Complètement. Alors déjà, l'emplacement, il est fantastique parce que Adélaïde Arcade, c'est la plus vieille arcade d'Adélaïde. Historiquement, elle a 140 ans. L'histoire de l'Australie, l'histoire moderne de l'Australie est encore plus jeune que celle des États-Unis, hein, pour resituer. Donc, les choses ont peut-être maximum 200 ans. À tout cas, c'est Adélaïde, en tout cas, Adélaïde Arcade a 140 ans, a fêté ses 140 ans l'année dernière. Donc c'est tout jeune, mais ça reste un pôle d'attraction pour les touristes. Cette arcade est aussi très connue pour avoir beaucoup de petits business familiaux qui font des choses un peu haut de gamme. Donc c'est des bijouteries qui vendent des diamants, des saphirs, des coiffeurs qui sont un petit peu haut de gamme, etc. Donc c'est connu pour avoir voilà des business familiaux et de Assez qualité. prestigieux. Ouais, c'est ça. Oui. C'est pas de l'entrée de gamme, quoi. Et donc ça faisait cohérence avec ce que je voulais faire parce qu'effectivement mes produits, bah, ne sont pas, 1er prix.
Voilà. Je travaille avec des marques qui viennent toutes d'Europe, donc forcément, elles ont un coût d'importation en Australie. Et étant donné que j'ai spécialisé mon magasin, et ça dès le départ, hein, dans les bonnets profonds pour trouver des choses à ma taille, ce serait bien que pour une fois, je puisse vendre des trucs que je peux porter. C'est chouette. Donc, pareil, ces marques-là ne peuvent pas faire des soutiens-gorge en équivalent en euros, ça peut pas être du 20 euros le soutien-gorge, quoi. On est obligé d'être sur des tarifs milieu de gamme, voire milieu haut. Donc, Et, c'était cohérent à ce niveau-là, d'être dans l'arcade. et donc tu parlais de personal branding. Au départ, il me semblait que tu avais raconté une histoire de lustre. J'aimerais beaucoup que tu nous la racontes, s'il te plaît, sur le fait que aujourd'hui, tu es une marque incroyable avec un tel succès, tu as agrandi, voilà, troisième magasin, etc. Mais à la base, on commence avec des bouts de ficelle quand même. Ah oui, complètement, complètement. J'ai récupéré le magasin d'origine tel qu'il était, qui était, comme je le disais auparavant, l'image des boutiques indépendantes, pas très reluisantes, pas très attrayantes, pas bien rangées. J'ai récupéré littéralement ça. Donc, je dis non. Alors déjà, on va ranger les choses, on va faire des choses un peu plus propres pour que ce soit plus attractif pour les clients. Quand ils sont à l'intérieur, mais même aussi soigner un maximum mes vitrines. Donc, j'ai fait au début avec ce que je pouvais. Et puis, petit à petit, dès que j'avais un petit peu d'argent, je changeais quelque chose. Donc, ça a été la peinture, ça a été... tu vois, derrière moi, il y a ce qu'on appelle des slat panels. Donc, en fait, c'est un système d'accrochage pour mettre les soutiens-gorge. Donc, on a plein de crochets qu'on encastre dans ces petites rainures argentées pour ensuite mettre les produits en rayon. Et ça, c'est quelque chose de très standard, hein, beaucoup de magasins ont ça. Il y avait ça dans l'ancien magasin. Par contre, la couleur, c'était un espèce de couleur peint, enfin c'est du faux peint, tu sais, c'est du reconstitué MDF, donc plastique, mais effet faux peint. Et j'aimais pas du tout. Eh ben, figure-toi que ça, je l'ai fait toute seule dans l'ancien magasin, mais je l'ai aussi fait dans le nouveau. Et je vais le faire encore dans l'extension quand on va en rajouter. J'ai acheté des rouleaux de stickers qui font cette taille-là à peu près, sur plusieurs mètres, que j'ai collé pour justement customiser mes slat panels pour que ça fasse un peu plus luxueux. Donc là, il y a un effet un peu marbre, mais à la base, pas du tout. Et des petits trucs comme ça, voilà, c'est du custom de briques fait de briques et de broc. Et les gens, à chaque fois, ils sont impressionnés en se disant: «Oh là là, ça fait très luxueux», etc. Oui, tout n'est qu'illusion. Mais effectivement, c'est juste des petites choses comme ça, des crochets, par exemple, que j'ai dans mes cabines d'essayage, qui ont pas du vrai cristal, c'est du verre, mais tu as l'impression que c'est du cristal. Ici, là, tu vois, j'ai un lustre, voilà. Pareil, c'est pas du vrai cristal, c'est du verre, mais c'est pas grave, l'illusion est là, ça fait propre, ça fait joli, ça fait cohérent. On est dans un univers un petit peu parisien, comme tu peux le voir. Tu vois, ici, La j'ai tour Eiffel, j'ai la Tour Eiffel déjà, ça c'est très vendeur en Australie, mais j'ai aussi, tu vois, les menuiseries un peu en bas haussmannienne. qui font un petit peu haussmannien, voilà. C'est créer quelque chose qui était très parisien, très chic, qui me ressemblait, avec des couleurs, voilà, plutôt froides, parce que c'est ce que j'aime, du gris, du marbre blanc, du bois foncé. Donc là, on le voit pas, mais le bois au sol, c'est un parquet plus foncé. Donc, c'est toutes des choses qui me plaisaient, mais en même temps, ça représente un univers qui fait rêver et qui met en valeur les produits. Les mêmes Et du produits dans un esthétique qui serait moins joli, peut-être les clients n'auraient pas la même perception du prix. C'est bête à dire, hein, c'est du marketing de base, mais l'emballage, malheureusement, compte beaucoup. Donc, un beau soutien-gorge qui est dans un bel écrin va plus facilement se vendre et les gens vont peut-être moins tiquer sur le prix que si c'est dans un écrin un peu plus fourre-tout finalement, ça va pas valoriser le produit. C'est pour ça que par exemple, et puis on peut le voir dans les chaînes, que les magasins de luxe, que ce soit les Chanel, les Dior, les Rolex, c'est des magasins qui sont vraiment très nets, qui ont une identité très forte, un esthétique très marqué, et tout est vraiment propre, tout est vraiment clair. Ça contribue aussi à valoriser le produit qu'ils vendent. Donc c'est quelque carrément. chose que je voulais, que j'ai finalement un peu appris
en travaillant dans des chaînes. Parce que même si Étam Lingerie, Rouge-Gorge, Undies, c'est des produits qui étaient plutôt abordables, ils avaient quand même ce sens de la cohérence du concept. Tout était vraiment codifié. Et donc c'est ça en tout cas, et c'est pour ça que je suis sur certains aspects, effectivement, bah, par exemple, sur le fitting, ils sont pas au point de mon opinion. Le fitting, c'est tout l'art, en fait, de trouver la bonne taille pour les personnes, leur bonne taille de soutien-gorge. Donc, au niveau du fitting, les grandes marques sont assez en retard sur les méthodes de fitting et sur les résultats qu'ils peuvent donner à des clientes. À ce niveau-là, j'ai rien appris là-bas, mais par contre, au niveau de tout ce qui est marketing, traquer tout ce qui est data au niveau du panier moyen, au niveau de l'indice de vente, toutes ces choses-là, c'est des choses que j'ai appris en fait dans les grandes chaînes. Et pour ça, je pense que euh, c'est quelque chose que je conseillerais à quiconque veut monter un business dans un domaine particulier, ce serait d'aller travailler chez les numéros un, les numéros 2, les gens qui sont leaders du marché pour voir comment ça se passe et peut-être apprendre des choses avant de se lancer en solo. OK. Et donc là, toi, tu nous as dit que tu avais fait une formation, sur l'entrepreneuriat qui, au final, s'est trouvée très utile, j'imagine? Au final, oui. Oui, parce que du coup, j'ai appris à faire une étude de marché, j'ai appris de la compta de base. Alors, la compta en Australie n'est pas la même, elle est plus simple, hein. Elle est plus simple en Australie qu'en France. En tout cas, j'avais quelques notions quand même de chiffres. Je veux dire, si on me présente un bilan, je sais le lire. Donc, c'était important aussi. C'était vraiment cette formation adressée à des personnes qui voulaient monter une petite société, soit solo, soit voilà, peut-être quelques employés. Donc c'était vraiment un bon démarrage, une bonne approche. Donc j'avais quand même quelques notions. Donc si je récapitule, le lieu te plaît. En plus, en termes d'environnement, on est pas mal parce qu'il y a ce positionnement quand même haut de gamme qui va avec ce que tu as envie de véhiculer de la lingerie française et du Mm. prestige que ça peut avoir en Australie, tout ça. Tu as des produits Mhm. qui viennent d'Europe. Tu as un positionnement aussi, plus, haut de gamme parce que voilà, faux marbre, tour Eiffel, marbre blanc, boiserie et cetera. Et là-dedans, on a ta personnalité explosive qu'on peut voir sur tes vidéos dans les réseaux sociaux. Alors raconte-nous un peu comment est-ce que tu conjugues autant ce savoir-faire chic, technicité, parce que forcément pour des bonnets profonds, il y a une très grande technicité et en même Ouais. temps, qui tu es, ton énergie et finalement enfin ta personnalité en fait. Parce qu'on ne l'a pas dit, mais ton titre, c'est quand même The French Big Boobs Expert. Exactement. Ce qui, ce qui, l'utilisation. Alors, en tant que Française, tu vois, moi, ça ne me posait pas de problème d'utiliser le mot boobs. Parce que bah, c'est pas notre langue native, on n'a pas ce même rapport à ce vocabulaire. Par contre, pour des personnes qui parlent anglais, c'est vrai que c'est un petit peu audacieux, on va Oui, dire, parce que la comme façon de traduction faire. littérale, c'est quand même C'est pas un vocabulaire qui sera employé par des personnes bien nées, je dirais. voilà, c'est ça. Donc C'est c'est littéralement littéralement tu comme si quelqu'un avait ouvert un magasin en France et disait je suis l'experte en gros nichons. Bon, voilà. voilà, on repassera sur le côté classe et le côté raffiné, voilà. Mais le cocktail, il fonctionne parce que c'est toi. Donc, est-ce que tu peux nous parler de ça, de ce côté vraiment décalé, de ta personnalité? Parce que tes vidéos même, enfin, je veux dire, j'ai plus en tête la dernière que tu as faite, mais qui m'a fait hurler de rire aussi. Donc, comment est-ce que tu assumes ça? Comment ça t'est venu? Parce que tu parlais du fait que tu avais pas confiance en toi au début, tu osais pas te montrer, tu voulais pas mettre ta photo. Et Ouais. aujourd'hui, c'est Alexandra. Je sors avec un top hyper transparent, on voit ma poitrine à fond. Je suis au taquet en décalé, le rose pétard et tout ça. Raconte, vas-y, moi ça me passionne. Alors, ça fait partie des couleurs de l'entreprise. Alors, moi, je suis quelqu'un qui porte énormément de noir, hein. On peut le voir aujourd'hui. Je suis tout en noir. Je suis régulièrement en noir. C'est une couleur que je porte depuis l'adolescence. C'est le côté un petit peu enfant rebelle, gothique, tout ça, tout ça. Classique. Voilà, j'écoute du métal, je suis rebelle, je suis pas comme les autres.
La crise d'adolescence ne s'est pas arrêtée finalement, ce n'était pas que juste une phase. Je suis mariée avec quelqu'un qui écoute du métal aussi, hein, donc on est dans ce délire-là. Après, ça m'empêche pas d'écouter d'autres genres de musique, hein. Digression. Donc, moi, vraiment, je voulais faire quelque chose avec beaucoup de noir, parce que c'est vrai que dans tout ce qui est couleur d'entreprise, c'est vrai que le noir a aussi un côté classe, un côté haut de gamme. Donc, noir et blanc, on reste sur des couleurs, une palette assez neutre. Euh, mais je voulais quelque chose de, effectivement, rose fuchsia. J'ai toujours aimé, quitte à aller dans des couleurs vraiment euh, qui sortent de l'ordinaire, qui sont vraiment, bah, je suis là. Voilà. Et c'est vrai que euh, on associe souvent, bah oui, voilà, la lingerie, c'est un univers très féminin. Le rose, c'est très féminin, ça fait très cliché. Oui, mais tu sais quoi? Allons vraiment dans le cliché. Allons sur le côté girly. Moi, j'adore le rose, pas le rose bonbon, pas le rose, vraiment le rose pétard. Ça me correspond bien parce que je suis quelqu'un, effectivement, qui prend de la place. J'ai une personnalité, je l'ai toujours été, qui est là. Bon, déjà, je prenais de la place avec mes gros seins, avec le fait que je parle fort, avec le fait que, bah voilà, j'étais pas une fille toute fine, je dirais pas non plus grosse ou curvy, mais en tout cas, ayant grandi dans les années 2000, bah faire une taille 40, 42, bah c'était déjà être plus size, malheureusement. On pourra Tellement. en reparler plus tard, mais en tout cas, j'étais toujours, voilà, je prends de la place. Et ben, je prends de la place, bah voilà, allons-y jusqu'au bout, je suis là, et puis il y a quoi? Et l'utilisation de la Tour Eiffel, bah, c'est le côté parisien, le côté. Bah, moi, j'ai toujours aimé la Tour Eiffel. Et puis, je trouvais que au niveau de la forme, avec mon prénom Alexandra, ça collait bien. Parce qu'il y a dans mon logo, il y a Alexandra et le A du milieu, c'est justement la Tour Eiffel. Donc, ça faisait quelque chose d'assez aussi esthétique. Au bout d'un moment, j'ai compris en suivant, parce que je voyais que j'y arrivais pas financièrement, que ça décollait pas. J'ai mis du temps à me payer, j'ai mis du temps à être même profitable. J'ai mis 1 an et demi à me verser un salaire qui était vraiment un salaire de misère. Si on pouvait le convertir en euros, c'était équivalent de peut-être 500 euros par mois, ce qui est un salaire de misère, c'est même pas le SMIC. Alors que je travaillais 60 heures par semaine. Je travaille toujours 60 heures par semaine, hein. Donc je suis toujours sous-payée par rapport à ce que je fais. Mais c'est pas grave, c'est une autre histoire. Et donc j'ai mis du temps à me payer, j'ai mis du temps à être profitable. J'ai été profitable, je crois, au bout de la 6e ou 7e année. Donc ça a mis du temps aussi à avoir un équilibre à ce niveau-là. Mais du coup, j'ai senti que il fallait que je fasse quelque chose. Je me suis vraiment renseignée, j'ai essayé d'écouter d'autres personnes qui avaient des business, des formations. J'ai participé à quelques formations ici et là. Il y avait des choses bonnes à prendre, il y en avait d'autres qui étaient, bon, finalement, pas si bonnes à prendre, enfin, qui ne m'ont pas servi. Et donc, j'ai compris qu'effectivement, il fallait peut-être que je me montre un peu plus. Donc, j'ai commencé petit à petit à me montrer et au fur et à mesure, j'ai réalisé qu'en fait, les gens étaient en demande de ça. Ils avaient vraiment envie de me voir et il réagissait beaucoup plus quand il y avait ma tête finalement que quand il y avait juste des produits de façon très froide finalement. Donc bah de plus en plus j'ai montré ma tête. J'avais un problème avec l'image de mon corps pendant très longtemps, quelque chose sur lequel je travaille, que je travaille toujours. Je pense que j'ai pas mal progressé et maintenant j'ai plus trop de complexes. J'en ai quand même, il y a des jours avec et des jours sans, hein, comme tout le monde, mais je suis plutôt à l'aise avec mon corps. Et ce que je faisais au sein de mon magasin, quand j'étais même toute seule, c'est que j'avais pas de problème mais naturellement, hein, c'était sans aucune arrière-pensée ni stratégie derrière, à finalement montrer mon corps à la cliente pour lui montrer comment le soutien-gorge devrait être positionné, comment il fallait qu'il soit serré, comment ça posait sur moi. Et en fait, euh, ça mettait la cliente toujours, et ça met toujours la cliente à l'aise de se dire, voilà, elle m'a montré son corps, bon, bah, je devrais pas avoir de problème à montrer le mien aussi. Il y avait vraiment cet échange de, regarde, on se met à l'aise, je suis à poil, t'es à poil, enfin, à poil, histoire de,
Pas complètement à poil, mais t'as compris. Genre, t'es à moitié à poil, t'es à moitié à poil, c'est bon. On est sur un même pied d'égalité. Il n'y a pas de moi, en tant que professionnel, j'ai l'ascendant sur toi et toi qui es en position de vulnérabilité en tant que cliente qui est à moitié à poil devant moi. Tu vois, il y avait vraiment ce rapport. On est d'égal à égal, tranquille, on se met à l'aise et puis ça va bien se passer parce que il faut savoir que le fitting lingerie, c'est quand même rentrer dans l'intimité de la personne que l'on sert. Et ça peut être très, en anglais, on dirait confronting. Je ne sais pas comment on pourrait le traduire en français. C'est confrontant. Je ne sais pas si c'est Alors je suis pas français. sûre que ce soit la bonne traduction, mais le fait que oui, il y a un défi quelque part, il y a C'est de la mettre tu es en face face à de quelqu'un. sa, voilà, c'est de la mettre face à son propre reflet dans le miroir, de la mettre face à ses complexes, les imperfections qu'elle a et qui lui posent problème. Parce qu'encore une fois, on est tous humains, c'est normal d'avoir des imperfections. Voilà, c'est le propre de l'humain, mais c'est vraiment très intimidant. Et donc, tout ça pour dire que moi, j'ai toujours voulu d'essayer de mettre à l'aise les gens. Et mon énergie, le fait que je parle, bah, finalement aussi pas très bien anglais. Je me suis améliorée au fur et à mesure, mais mon vocabulaire était assez limité. Donc peut-être que les mots que j'employais n'étaient pas très diplomatiques, étaient assez simples et peut-être aussi euh, assez presque vulgaires, je dirais, d'utiliser des fuck, des machins, des boobs, voilà. Euh, mais j'ai toujours bénéficié du fait que j'étais étrangère et que je maîtrisais pas la langue. Du genre, elle est française, ça C'est pas passe. grave. Genre, les Français, on sait, qui jurent tout le temps et puis qui sont hauts en couleur et très dramatiques. Donc, c'est charmant, ça passe. Ça, donc, j'ai toujours eu reçu beaucoup d'indulgence de la part des locaux, des Australiens, qui peut-être me voyaient, et me voient toujours, hein, comme une attraction. Au final, bah, c'est la française, puis elle est comme ça, puis on lui pardonne. Peut-être que si c'était venu d'Australien, il se serait dit, ouais, quand même, cette personne-là, elle est vulgaire, et puis comment elle parle, et puis c'est pas très professionnel. Mais là, bon, c'est une petite française, elle parle pas très bien, puis elle est rigolote. Alors, bah, du coup, voilà. Profitons de cet avantage-là pour justement bah, montrer ma personnalité. C'est vrai que je suis une personne, même si j'aime les belles choses, j'aime les beaux environnements, bah, je suis pas de cette classe sociale. Je suis quelqu'un de la classe moyenne. Je suis fille d'immigrés. Donc mon papa était français, mais ma maman était arménienne, née en Arménie. J'ai vécu dans cette famille d'origine arménienne. Donc on n'est pas des gens de Paris 16e, voilà, de ces environnements guindés qui ont où c'est très codifié, où il faut pas transgresser, etc. Nous, c'était beaucoup plus bon vivant, plus populaire. Et, euh, et c'est ce que je suis, en fait. Et j'ai essayé pendant longtemps de rentrer dans les cases, dans ces cases-là, dans ces codes-là. Et je m'y suis jamais vraiment plu, en fait. C'était pas moi. Et donc maintenant, bah, j'ai réussi à me détacher de ça et de me dire, bah, c'est pas grave. Les gens, ils penseront ce qu'ils penseront. Ça ne m'appartient pas de ce qu'ils pensent de moi. Moi, j'ai envie d'être heureuse et si pour être heureuse, bah, c'est d'être perçue comme une beauf aux yeux des autres, et bah, tant pis, je serai une beauf aux yeux des autres et c'est pas grave. Mais au moins, je serai heureuse et je serai moi. Et donc, c'est ce que j'ai commencé à faire. Pareil, au début, quand on a commencé avec la caméra, ça a commencé il n'y a pas si longtemps que ça d'être vraiment actif sur les réseaux et de mettre en place une vraie stratégie de communication. Parce qu'encore une fois, j'avais pas trop les moyens. Maintenant, j'ai un peu plus les moyens pour me payer quelqu'un pour venir filmer, etc., monter les vidéos, parce que ça prend du temps. Euh, et au début, ben, j'avais plus de mal. Je voulais, voilà, toujours avoir une image un petit peu plus posée, polie. Et finalement, bah, j'ai décidé de tout envoyer chier et puis de me dire, bah non, j'ai envie de faire j'ai envie d'être bête devant la caméra. J'ai envie de faire des bêtises. J'ai envie de montrer parce que c'est moi en fait. Tous les gens qui travaillent avec moi. Bah, ils me reconnaissent en fait maintenant dans ces vidéos, ils se disent bah oui, bah c'est enfin, ça ne m'étonne pas de toi, évidemment, c'est toi. On te connaît comme ça, à toujours dire des bêtises, à faire des blagues stupides. L'absurde, en fait, ça fait partie de moi.
Et donc, je le transcris dans ma communication maintenant. Déjà, premièrement, je suis beaucoup plus à l'aise et ça se ressent, je pense. Et deuxièmement, oui, ça plaît. Ça plaît et c'est quelque chose aussi que j'ai appris dans tout ce qui est, quand je me suis renseignée sur le marketing, c'était de se dire, il faut vraiment avoir une identité forte. L'identité forte, je ne sais plus si c'était le concept de tribu finalement, c'est d'avoir quelque chose de tranché parce que oui, on va effectivement pas plaire à tout le monde, mais c'est pas le but. Et finalement, plaire à tout le monde, c'est plaire à personne et on plaît en demi-teinte. Alors que quand on a vraiment une personnalité affirmée, on va peut-être, se séparer de certaines personnes, mais par contre, l'engagement qui va découler des personnes qui vont adhérer à cette personnalité, à ce concept, va être beaucoup plus forte et beaucoup plus décuplé. Ah oui. Et force est de constater que ça marche. Mais oui, c'est ça. C'était Et pas c'était c'était pas que de la théorie marketing, c'est que vraiment ça marche. tu as vu un avant, un après sur le chiffre d'affaires et sur les réseaux sociaux? Oui, beaucoup plus d'engagement. Encore aujourd'hui, je ne sponsorise aucun de mes posts. Il n'y a pas de sponsor au niveau de Meta, donc je ne sponsore pas ni mes posts Facebook, ni mes posts Instagram. Tout est organique et on a de plus en plus de likes, de plus en plus de vues, de plus en plus d'engagement. Je trouve ça chouette et évidemment, je me compare toujours à ce que d'autres font sur le marché, donc des comptes avec peut-être, autant de followers similaires, toujours, dans la lingerie qui peut-être ont un magasin, ailleurs, à Sydney, à Melbourne, peu importe et je regarde à peu près ce qu'eux ils font, combien de vues ils ont, combien de likes ils ont. Bah, heu, en fait, on se débrouille bien, hein. Ouais, on se débrouille très bien. Ouais, Donc, tu peux être fier de toi, hein, c'est sûr. ouais, franchement, je suis contente. Ça fait plaisir. Et puis, voilà, tant pis s'il y en a certains qui trouvent que, voilà, c'est pas approprié, mais en tout cas, The French Big Boobs Expert, ça, c'est quelque chose que j'ai mis, j'ai peut-être mis, 2-3 ans avant de le sortir et ça a tout de suite les gens ont accroché parce qu'ils trouvaient ça drôle. Alors surtout, bon, surtout les mecs. Voilà, boobs, ha ha ha. Donc C'est mais bien par gras. contre, voilà, c'est l'humour gras, ha ha. En fait, ce qui est très drôle, c'est qu'on les entend. Nous, on est au comptoir et on les entend passer devant le signe, devant le logo, et de dire: «Ha ha ha, Big Boobs Expert». Oui, c'est de l'humour gras, mais tu sais quoi? Ce qui est très drôle, c'est qu'ils prennent en photo ce signe, l'affichage et ensuite, bon, déjà, ils les envoient à leurs copains pour se taper des barres, hi hi, ha ha, mais aussi, du coup, ils l'envoient à des personnes qu'ils connaissent. Ça peut être leur femme, ça peut être leur sœur, ça peut être leur mère, qui savent ils savent que ces personnes-là ont une forte poitrine et ont de la difficulté à trouver quelque chose à leur taille et donc ça tilte tout de suite. On sait de quoi on parle, on sait qu'on parle de gros seins et dire on n'est pas un magasin comme les autres et donc du coup, hop, ils passent le relais aux personnes concernées qui vont ensuite, elles, venir en magasin et dépenser de l'argent. Ça, c'est génial et c'est viral pour le coup. Bah ouais! Même si ça se fait en message privé, mais qu'importe. Le plus important, c'est que les gens soient au courant qu'on existe et viennent dépenser leur argent chez nous. On a lancé Alexandra V Paris qui, marche très, très bien. On s'est, on a commencé avec une petite, production, de 200 pièces et en 3 mois de temps, on a vendu, plus de 55 de la production. Donc, C'est c'est, bien. inespéré pareil, j'avais vu les choses à la baisse, finalement, ça marche donc là, on va travailler sur, plus de produits étant donné que ça marche, on va continuer. C'était vraiment le test. Donc faire, plus de produits, étendre la gamme de tailles parce que pour le moment, on peut offrir que 19 tailles. En comparaison des marques que je stocke à l'heure actuelle, c'est vraiment pas grand-chose. C'est vraiment, du pipi de chat, hein. Parce que les modèles que j'ai, viennent en, 40, 50, 60 tailles. Donc en faire que 19 sur un magasin qui avec tout ce que je propose pratiquement, 120-130 tailles. 19 tailles, c'est ouais, bon, petite joueuse, quoi. Mais c'est pas grave, faut démarrer quelque part, on peut pas faire
tout de suite. Rome ne s'est pas faite en un jour. Et ce qu'on est en train de faire en ce moment aussi, c'est, étant donné que le business a grandi, la façon d'opérer le business quand j'étais toute seule ou quand on était à 2, 3 personnes, bah, maintenant qu'on est une dizaine, il faut pouvoir se structurer pour pouvoir mieux avancer. Ça va faire 11 ans. Là, on va repartir sur une nouvelle décennie. Il faut, level up, step up et donc se professionnaliser, se structurer. Donc là, c'est, un gros chantier qu'on a aussi. Donc c'est pas des choses que les clientes vont foncièrement voir, mais pour notre façon de fonctionner, il y a un moment donné, il faut qu'on refasse, le point, surtout parce que, bah, jusqu'à maintenant, on a fait, encore une fois, de briques et de broc, de ci, de ça et on peut plus avancer comme ça maintenant, on est trop gros pour ça. Si je comprends bien, ce que tu nous dis, c'est qu'au début, on commence avec ce qu'on a et on structure après, une fois que ça a marché et que ça a grandi et pas l'inverse. Il y a des 2. On peut, déjà, quand on démarre, avoir de bonnes bases, mais foncièrement, bah, quand on est tout seul, c'est pas C'est la moins même grave. chose. C'est moins grave que d'avoir des process finalement. Bah, si on est tout seul, les process, on s'en fiche un peu. On va expliquer à qui? À son soi, enfin, il y a pas vraiment de sens. Quand on est à 2, écoute, s'il y a une question, bah, on peut toujours se parler l'une et l'autre. Mais quand on commence à être une équipe d'une dizaine de personnes, moi, je peux pas non plus parler à chaque personne individuellement pour redire 10 fois la même chose. C'est peut-être mieux qu'il y ait en fait, au final, une procédure qui peut être ensuite implémentée et peut-être moi, je vais la donner à mon assistante manager qui ensuite va la redistribuer au reste du staff, tu vois? On commence à avoir des strates finalement comme n'importe quel, autre business, qui grossit. Ouais, carrément. Et alors, pour le coup, donc ça fait beaucoup de choses tout ça, les travaux à gérer, la Ouais. structuration et la mise aux normes de tout ton process et cetera. Comment Mmh. tu fais en termes d'énergie? Parce que tu dis tu travailles 60 heures par semaine, je veux bien te croire, mais comment tu fais? Alors, bon déjà, il faut savoir que je n'ai pas d'enfant, donc ça me permet en tout cas d'être à 100 focalisée sur mon business. Ça me libère beaucoup de temps. J'ai moins d'impératifs que d'autres personnes qui ont une famille, ça aide. La 2e chose, c'est que, je fume et je bois du coca. Donc c'est pas un Tu te exemple, drogues? voilà, mais je me drogue à la caféine et au tabac. C'est pas une bonne chose, je devrais changer mes habitudes, mais pour le moment, je fais ce que je peux avec ce que j'ai et je ne suis pas en mesure de changer mes mauvaises habitudes, donc on verra plus tard, une chose à la fois. Après, en termes d'énergie, je pense que c'est peut-être aussi dû à ma neuroatypie parce que je suis, TDAH, autiste et ce qu'on appelait à l'époque, précoce surdouée. Voilà. Donc mais ça se voit pas? Je sais pas si ça se voit bon, peut-être que quand on a passé du temps avec moi, on se dit bien que je suis sur le spectre d'une certaine manière, d'une manière ou d'une autre, mais je suis assez spéciale. Et c'est vrai que dans les années 90 et 2000, on avait cette vision de, les enfants qui ont un QI supérieur et cetera, ils ont des facilités, c'est des petits génies, ils ont 18 partout et cetera. Je rentrais pas dans cette case-là. J'avais effectivement sur le papier les compétences, mais scolairement, bah, je rentrais pas dans le moule, ça marchait pas avec moi. J'ai compris plus tard pourquoi. C'est parce qu'en plus d'avoir ça, parce qu'on aime bien, ne pas faire les choses à moitié, c'est que j'ai été testée récemment, donc c'était en septembre dernier, pour, le TDAH et l'autisme. Bon, bah, j'ai un autisme de level 1, donc un petit, un petit niveau, ce qui n'est du coup pas handicapant totalement dans ma manière de fonctionner et j'ai un TDAH qui est, inattentif et hyperactif. Bon, l'hyperactivité, du coup, tu vois, ça pourquoi elle a de l'énergie? Bah, parce qu'elle a beaucoup d'énergie, la dame, à l'intérieur, On donc il comprend. faut la dépenser. Donc c'est pour ça que j'arrive à finalement à tenir sur la longueur. Je dis pas que je suis à l'abri du burn-out et bien sûr qu'il y a de l'épuisement, mais c'est pour ça en tout cas que j'arrive, je pense, à performer, plus
que d'autres personnes. C'est parce qu'il y a de la ressource, il y a beaucoup de choses à l'intérieur et il faut occuper cette énergie, il faut la dépenser d'une certaine manière. Du coup, tu penses Donc que il y avait l'entrepreneuriat, c'était une bonne piste pour toi? ah bah complètement parce que je suis complètement hors norme. Il y a du bon et du moins bon. C'est-à-dire que d'un côté, effectivement, tout ce qui est mon neuroatypisme de manière générale, donc mes trois palettes, ça me permet déjà d'être vraiment passionnée. Ça, c'est le côté vraiment autiste. C'est d'avoir une obsession sur un sujet. Moi, et c'est vrai que moi, j'ai toujours eu des obsessions sur des sujets. Par exemple, je suis toujours, même aujourd'hui, obsédée par Harry Potter depuis que je suis plus jeune. Il y a cette obsession où on a besoin non pas que de se contenter des livres et peut-être des films, mais aussi des trucs en plus, vraiment des trucs hyper, hyper fans. On est vraiment du côté nerd, geek, quoi, tu vois, vraiment, on y va à fond dans le sujet. J'ai la même chose, finalement, pour la lingerie. Je suis complètement une bras nerd, une obsédée des soutiens-gorge, de la poitrine, de comment le soutien-gorge marche sur le sein. Enfin, il y a vraiment, c'est de l'obsession à ce niveau-là. Ce qui est bien, parce que du coup, je suis tellement passionnée que je m'informe, que je veux constamment en apprendre plus sur le sujet, et ce qui me rend du coup experte dans mon domaine. Parce qu'il y a toujours cette constante recherche de plus d'informations sur ce sujet-là. Donc ça, c'est bien. Et ça permet aussi, du coup, de ne pas se lasser. Ça compense le TDAH qui a tendance aussi plus à papillonner, à vouloir découvrir de nouvelles choses. L'autisme, à ce niveau-là, moi, me permet de vraiment rester focus, de pas dire, ah, c'est bon, maintenant que j'ai monté ma boîte, ça m'a saoulé, j'ai envie de passer à autre chose. Non, je suis tellement obsédée par le truc que je vais continuer à avancer dans cette direction-là. Par contre, ce qui est bien avec le TDAH, c'est que ça va plutôt me permettre de toujours avoir de nouvelles idées, d'avoir beaucoup de créativité et de l'implémenter du coup dans ce business sur lequel je suis vraiment obsédée. Donc ça se combine pas mal. Par contre, moi, dans mon quotidien et de ma gestion de mon temps de travail, il y a ce côté handicap. Et c'est pour ça que j'ai voulu me faire tester sur ces deux aspects. D'un côté, j'ai mon côté autiste qui a besoin de structure, qui a besoin de tout ce qui est routine. C'est rassurant, ça nous fait du bien et les imprévus nous déstabilisent et nous angoissent. Mais de l'autre côté, il y a mon côté TDAH, toujours en recherche de nouveautés et d'adrénaline, parce que c'est ça le problème du TDAH, c'est qu'on, par exemple, performe énormément bien sous la pression. Donc, du coup, indirectement, on va se mettre dans des situations où on va être sous pression. Par exemple, s'engager sur des projets alors que il y a que 24 heures dans une journée, donc foncièrement, tu ne vas pas y arriver. Mais si, 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 je vais y arriver. Ça va le faire. Et on se retrouve à terminer son travail à 4h30 du matin parce qu'on avait une deadline et qu'on ne peut pas la dépasser. Ça, c'est mon quotidien. C'est ultra toxique pour moi-même. C'est pas bon pour ma santé. C'est pour ça que je suis en train de voir pour mettre en place des stratégies pour éviter de me retrouver à chaque fois dans des situations qui vont m'épuiser mentalement. Et peut-être, pourquoi pas, faire appel à des médicaments, hein, s'il faut. Parce que force est de constater aussi, ce que j'ai entendu dire, c'est que euh, le neuroatypisme évolue aussi avec l'âge et il peut s'empirer. Donc des choses qui peut-être étaient gérables jusqu'à maintenant, peut-être que avec l'âge avançant, ne sont plus aussi gérables et qu'une aide extérieure est peut-être requise. Donc Mmh. ça, c'est quelque chose que je vais explorer avec mon thérapeute. Et c'est pour ça aussi que je voulais être testée. Du coup, s'il y a vraiment des évidences là qu'il y a quelque chose, du coup, ça me permettrait aussi peut-être d'avoir accès à des médicaments pour régler justement tout ce dérèglement finalement qu'il y a à l'intérieur de moi. Jusqu'à maintenant, pourquoi je n'ai pas, j'ai attendu si longtemps? Déjà parce que il n'y avait pas non plus tout ce discours sur la neuroatypie. L'autisme chez la fille n'était. Tout le monde disait pendant très longtemps que l'autisme, c'était un truc de garçon, donc c'était pas exploré chez les filles,
parce qu'il se manifeste différemment chez les filles. Et tout ce qui était TDAH, c'était pas non plus quelque chose qui était très répandu. Ces capacités supplémentaires ont finalement compensé peut-être les soucis que je pouvais avoir par ailleurs avec les autres parties du spectre de mon neuroatypisme. J'ai énormément compensé toute ma vie. Donc c'est pour ça que, étant donné que c'était masqué et que j'arrivais à fonctionner plutôt correctement et que même si je me sentais pas à l'aise dans le moule de la société, bah j'arrivais quand même à m'en sortir, à me dépatouiller ici et là. Bon, j'ai dit bah ça va, c'est pas Ouais. ça du coup. Comment est-ce que ce diagnostic-là, ça a éclairé les difficultés que tu as pu avoir? Et bah, on arrive sur la fin de notre épisode. Est-ce que tu peux peut-être, nous raconter les erreurs que tu as faites? Les nuancer peut-être avec justement ce que tu viens de nous expliquer? Et puis peut-être garder les 3 leçons qui sont pour toi les plus importantes si on se lance dans l'entrepreneuriat aujourd'hui? Euh, je dirais si c'est par rapport à mon neuroatypisme, c'est au niveau de l'organisation. Ça, c'est quelque chose sur lesquels je travaille toujours, donc je suis encore en difficulté sur ces sujets-là, de savoir m'organiser, même si j'ai des idées, bah, gérer au niveau de tout ce qui est temporalité, de me dire que quelque chose, je sous-estime peut-être le temps que ça va prendre. Donc ça, c'est important d'évaluer le temps que peuvent prendre certaines tâches. Donc ça, c'est toujours en working progress. Donc c'est une difficulté que j'ai à l'heure actuelle. Mais je vais y arriver, il y a pas de raison. Heu, pour le reste, les leçons que je pourrais dire, c'est premièrement, ne pas être si sûr de soi. Dans le sens où, je suis arrivée, je sais pas si c'était peut-être, l'inexpérience ou peut-être, l'insouciance de la jeunesse que j'avais à l'époque, parce que j'ai quand même ouvert mon magasin, j'avais que 26 ans. Oui, mais à C'était 37, tu es vieille maintenant, hein, c'est sûr. je suis une vieille dame. J'aime bien Pardon. vieillir. Moi, je trouve que c'est bien de vieillir et c'est une chance, ça veut dire qu'on est vivant. Donc, c'est une bonne chose. Mais en tout cas, quand j'étais plus jeune, dans ma vingtaine, hem, je pensais savoir. Et c'est là où je pense que vient la sagesse et peut-être, l'expérience et l'expertise. C'est plus on sait, moins on sait. Plus on apprend de choses, plus on se rend compte qu'on ne sait pas grand-chose sur le sujet. Et je suis arrivée avec beaucoup de conviction en me disant: «Mais oui, c'est bon, ça fait déjà, 2 ans que je travaille, dans la lingerie, je sais ce qui marche, je sais ce qui marche pas, je sais fitter, ha ha ha». Force non, en fait non, force est de constater que tu ne savais rien à l'époque et d'ailleurs, ça m'a valu des erreurs par exemple, de stock. Hem, parce que, ce que j'avais pas, réalisé, c'est que je m'étais dit: «Bah oui, ce qu'on vend le plus en France, c'est peut-être cette couleur-là et puis ce modèle-là et puis, bah, je sais, donc je vais faire la même chose en Australie, à Adélaïde». Bon, non en fait, parce que, les femmes qui vivent à Adélaïde ne sont pas des femmes qui vivent en France. Et je ne parle pas que, de corpulence, physique, mais aussi de manière générale, en fait, de goût. Elles ne sont pas en recherche des mêmes produits. Elles sont peut-être en recherche de couleurs différentes, de finitions différentes. En France, on aime beaucoup la dentelle, on aime beaucoup les couleurs, on aime le beige, c'est pas trop une couleur qui nous plaît, on préfère peut-être, de l'ivoire, du blanc, du rose poudré. En Australie, beige, 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 elles adorent ça et moins plus c'est invisible, mieux c'est. Donc, il faut surtout pas qu'on voit les coutures, il faut surtout pas qu'on voit les tétons à travers, le soutien-gorge et à travers, le t-shirt. Donc, voilà, c'était des choses que je n'avais pas anticipées et donc j'ai fait des erreurs, dans mes premières commandes, mais c'est pas grave, j'ai rectifié le tir et maintenant, tout va bien. Donc voilà, c'est par exemple des choses comme ça. Dans les leçons, c'est toujours, je dirais aussi toujours, ça rejoint un petit peu, toujours s'informer, se garder au fait de ce qui se passe dans notre industrie.
Donc ça, c'est quelque chose, étant donné que je suis de nature curieuse et que je suis obsédée du sujet, donc forcément, je me tiens toujours au courant de ce qui se passe. Mais c'est toujours, voilà, de s'abonner à des newsletters qui parlent de notre domaine d'activité, d'écouter des gens, même peut-être des gens qui ne sont pas forcément dans le même domaine, mais peut-être tout simplement des gens qui sont du retail. Tiens, bah, quelque chose qui est drôle, qui est anecdotique. J'adore l'émission Cauchemar en cuisine. On se dit, ben, aucun rapport avec la lingerie, de quoi tu parles? Et en fait, ce que j'aime beaucoup avec la dynamique de Cauchemar en cuisine, même si on sait que c'est une télé-réalité et que c'est scénarisé, c'est cet aspect de dire, voilà, il y a un commerce qui ne marche pas, qui est en difficulté, et comment finalement Philippe Etchebest vient et donne des astuces pour justement restructurer la chose, aller à l'essentiel et pouvoir ensuite avoir du succès. J'ai appliqué finalement ces mêmes méthodes à mon magasin. C'était de se dire, bah voilà, effectivement, peut-être qu'il faudrait remettre, dès qu'on a un peu d'argent, refaire un coup de peinture, faire les choses propres, investir dans du beau mobilier, investir dans des belles choses pour déjà rendre le magasin plus attractif. Peut-être aussi se recentrer. Ça aussi, je l'ai appliqué. Au début, je voulais faire bah, pour tout le monde, c'est-à-dire démarrer au bonnet A jusqu'à au bonnet à l'époque, c'était double H, et puis après, petit à petit, j'ai augmenté. Et puis, je me suis rendu compte que, bah non, en fait, les femmes qui font un bonnet A, un bonnet B, un bonnet C, foncièrement, elles n'ont pas besoin de toi parce qu'il y a déjà tous les autres magasins qui font cette taille-là. Donc, tu n'es pas compétitive. Et les autres magasins, eux, ils ont régulièrement, vu que c'est des grandes chaînes, ils ont un pouvoir plus important. Ils peuvent se permettre de faire des -10, -20, -30% régulièrement, chose que toi, en tant que petite structure, tu n'es pas en mesure de te permettre parce que tu n'as pas déjà de base une grande marge. Donc, si tu commences à faire des -20 et des -30 à tire-larigot comme les autres, en fait, tu vas vendre à perte ou au mieux à prix coûtant, et comment tu payes ton loyer si tu vends à prix coûtant? Voilà. Donc c'est de se dire: «Bon voilà, je suis une petite structure, je peux pas faire des soldes, dans tous les sens. Donc comment faire pour que les gens finalement achètent au prix juste, donc au prix, full price?» Bah, il faut que tu fasses des choses que les autres ne font pas. Parce que comme ça, les gens n'auront pas le choix que d'acheter au vrai prix et pas au prix, avec une ristourne. Donc ça a été de se recentrer sur qu'est-ce que les autres font pas? Bah, déjà du service, le fitting, ça les autres ne le font pas ou s'ils le font, ils le font mal. Donc déjà le service client, c'était quelque chose de vraiment important, d'offrir une expérience vraiment, premium pour les clientes. Elles sont prises en charge du début à la fin. Deuxièmement, donc ça ajoute aussi une valeur, aux produits chers, finalement que l'on vend ou en tout cas plus chers, que les autres. Et deuxièmement, ça a été de proposer des marques, si on peut, et sinon des modèles, des tailles qui ne sont pas proposées dans les autres magasins. Dans les grands department stores, donc les David Jones et Mayer, par exemple, c'est l'équivalent du Printemps et des Galeries Lafayette ici en Australie. Hem, Ils ont par exemple Chantel, j'ai aussi Chantel, mais on ne propose pas les mêmes modèles. Par exemple, j'ai choisi différemment, ce que je proposais dans mon magasin, et même si des fois on propose les mêmes modèles, je propose des gammes de taille qui seront éloignées de ce qu'eux, ils proposent. Parce qu'eux, ils se focalisent sur des tailles plus, ce qu'on dirait traditionnelles, donc ils vont pas très loin dans les bonnets. Pareil pour, tout ce qui était, lingerie de nuit, donc tout ce qui est pyjama ou, tout ce qui est sculptant, donc le shapewear. C'est des choses que je faisais au départ et puis j'ai arrêté finalement de les faire parce que, encore une fois, on pouvait les trouver partout et régulièrement à des prix, cassés. Je peux pas faire d'argent là-dessus et à un moment donné, j'ai pas non plus un espace de travail qui est illimité, surtout quand j'étais dans mon tout petit magasin. Donc je me suis dit à un moment donné, il faut faire des choix stratégiques, et donc je vais m'occuper finalement des personnes qui sont laissées pour compte dans les autres magasins. C'est ça mon cœur, le cœur de mon business, c'est vraiment aider. Si je peux aider toutes les femmes, je le fais, mais si je dois choisir, je vais choisir les personnes qui, elles, n'ont pas le choix parce qu'ailleurs, elles sont rejetées, comme moi. Comme toi. Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire, comme toi.
Extra. Et du coup, ta stratégie, elle découle de cette prise de conscience-là, le fait de te dire: «Ben, en fait, si je fais comme les autres, j'y arriverai jamais». Oui, il faut, faire complètement ce que les autres ne font pas. Heu, ça donne un avantage compétitif et c'est ce qui fait que le business n'arrête pas d'augmenter. Voilà. On est passé de moi toute seule, la première année, en toute transparence, j'ai fait, 125 000 à l'année. Maintenant, cette année, là, on va faire, 1 070 000 et quelques. Bravo, c'est extra. Voilà. Au bout d'un moment, donc même si c'est pas quelque chose de visible pour le grand public, mais c'est en quelque chose, en tout cas en interne, qui va nous aider à mieux grandir. C'est-à-dire, c'est comme une plante, hein. Ta plante au début, tu la mets dans un petit pot, quand toutes les racines ont pris la place, bah, il faut changer de pot, il faut un plus grand pot. Bah, c'est ce qu'on fait. C'est génial, j'adore ton image de la plante, je l'utilise beaucoup avec les personnes que j'accompagne, donc c'est très, très bien. En tout cas, je te souhaite beaucoup d'engrais, beaucoup de lumière Ah et oui, beaucoup de, d'eau? d'eau pour, ton ton magasin. C'est génial. Merci beaucoup Alexandra pour tout ce que tu as partagé avec nous aujourd'hui, Merci c'était vraiment Maïté. super, trop bien. Le mot de la fin, si tu veux, peut-être nous donner un dernier conseil. Les personnes qui nous écoutent, ce sont des conseillères en images qui se lancent, qui débutent, Ouais. qui savent pas trop, qui osent pas forcément, comme toi tu l'as fait au début, comme moi je l'ai fait au début, se spécialiser, choisir d'être elles-mêmes pleinement et de que ça se voit dans, leur commerce, dans leur business. Est-ce que tu as un dernier mot pour nous? Moi, ce que je dirais vraiment, on va reprendre ce que j'ai dit, précédemment, c'est quand on veut plaire à tout le monde, on ne plaît à personne. Donc, il faut savoir accepter qu'il y a des gens qui ne vont pas aimer ce que vous êtes et c'est pas grave, c'est pas important. Ça ne remet pas en cause ce que vous êtes. Vous avez de la valeur et si vous n'en avez pas dans les yeux de certaines personnes, eh ben, c'est pas grave. Vous en aurez dans les yeux d'autres personnes qui, au contraire, vont encore plus vous aimer parce qu'ils vont vraiment pouvoir se connecter à vous. Donc, n'ayez pas peur d'être vous-même, n'essayez pas d'être lisse, n'essayez pas d'être comme tout le monde. Soyez différent, ça va vraiment marcher et faire la différence. Top. Merci infiniment Alexandra pour tout ça, pour ton temps. Je te souhaite vraiment le meilleur pour Alexandra Lingerie, pour Alexandra V Dès aussi Paris, Paris. Voilà, V Paris, excuse-moi, et vraiment c'est super. Merci beaucoup. avec plaisir et puis, on se reverra peut-être au salon de la lingerie. Ah mais oui, mais carrément. Comme tu as pu l'entendre, Alexandra est une femme incroyable. Elle est passionnée et comme tu peux le voir, elle est déterminée à réussir. Et c'est pour ça que je trouve que son témoignage est vraiment très inspirant et j'espère qu'il va te donner des ailes à toi aussi. D'ailleurs, si toi aussi tu veux développer ta posture business et avoir, comme Alexandra, cette posture d'entrepreneur qui va te permettre d'envisager les choses avec beaucoup plus de recul, pendant tout l'été, tu peux profiter de Summer Déclic, un programme gratuit qui va te permettre d'aller travailler ton déclic entrepreneurial. Car comme tu le sais, la posture d'entrepreneur, c'est souvent ce qui te manque si tu n'arrives pas à développer ton activité de conseillère en images comme tu le souhaites. Pour le rejoindre, c'est très facile, il te suffit de cliquer, de laisser ton prénom et ton email et tu reçois très rapidement un email qui confirme ton adhésion au programme et le premier exercice. Si cet épisode t'a plu, pense à laisser un commentaire, une note de 5 étoiles et pourquoi pas à le partager à quelqu'un qui aurait aussi besoin d'entendre, elle aussi, le parcours inspirant d'Alexandra. En attendant de te retrouver la semaine prochaine pour le début du programme de l'été des podcasts, je te souhaite une merveilleuse semaine et encore merci pour ton écoute.